salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique de l'épisode 6 de The Acolyte où je vais vous parler d'une possible incohérence majeure qui commencerait à se tramer autour de Yoda. Comment le maître Jedi, capable de ressentir les perturbations dans la Force, a-t-il pu ignorer la mort de tous les Jedi sur Kofar? On s'intéressera aussi à Saul et à son double jeu cherchant à cacher des informations aux autorités Jedi de Coruscant. Pourquoi personne ne prévient le Haut Conseil Jedi depuis le début, et en particulier Vernestra après ce qu'elle a appris dans cet épisode? On parlera de la théorie selon laquelle un Jedi retourné aurait pu commettre ces actes, du moins selon Vernestra, et pourquoi cela soulève des questions sur le rôle de ce personnage. J'aborderai le cas de la scène de fin assez étrange où Osha revêt le homme de Kimir, mimant la respiration de Vador. Du coup, est-ce que c'est un simple clin d'œil ou bien est-ce que cela cacherait quelque chose d'autre de plus concret derrière? Et que dire des cicatrices dans le dos de Kimir? Sont-elles des marques laissées par un éclair de force? Mais par qui et pourquoi? Ou bien s'agit-il d'autre chose? Je parlerai aussi des aspects visuels comme le sabre laser de Vernestra et pourquoi cette arme pourrait l'incriminer davantage dans le rôle de maître Sith. J'ai donc beaucoup d'informations et de théories à échanger avec vous, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien rater. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et voir le summum de la contribution, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, car ceci est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Si vous avez regardé la prélogie, ce dont je ne doute pas, vous savez alors que Maître Yoda, en tant que sage et puissant Maître Jedi, possède une sensibilité exceptionnelle à la Force, ce qui lui permet entre autres de ressentir des perturbations importantes. La mort d'un Jedi, qui est une personne très connectée à la Force, crée généralement de telles perturbations, mais l'émanation du côté obscur par un Sith très puissant peut aussi être ressentie de la même façon. L'aptitude de Yoda à ressentir tous les événements importants se tramant durant la prélogie est tout de même encadré et limité par un certain nombre de types de situations. Tout d'abord, il y a le cas d'un Jedi qui aurait un lien très fort avec la Force, provoquant à sa mort une perturbation de grande ampleur que Yoda serait capable de ressentir. Il y a également la proximité émotionnelle. Si Yoda est émotionnellement ou spirituellement proche du Jedi décédé, il est plus probable qu'il ressente la mort de ce dernier, car les liens personnels peuvent amplifier la résonance de l'événement à travers la Force. Il y a aussi le contexte global qui peut également jouer dans la perception de pareils événements, ce qui est logique car on est naturellement plus vigilant en période de guerre qu'en période de paix, et la prélogie est clairement une période de grande tension et de grands bouleversements. Yoda y pressent par ailleurs tous ces changements bien avant tout le monde. Enfin, il y a également le cas de la méditation de Yoda. En effet, s'il est en méditation profonde ou en état de concentration sur la Force, sa sensibilité est augmentée, ce qui lui permet de ressentir des événements lointains ou des perturbations subtiles. De ce fait, la mort violente d'une dizaine de Jedi, comme on le voit dans The Acolyte, rend tout ceci assez improbable, le fait que Yoda ne puisse pas être au courant qu'un événement de cette ampleur soit arrivé. Même si on peut supposer qu'il soit au moment de ces événements occupé sur d'autres affaires avec le Haut Conseil Jedi, cela reste néanmoins peu plausible qu'un pareil événement ne puisse pas être ressenti. On peut toujours trouver des excuses comme le fait que parmi les conditions que j'ai citées précédemment, il ne soit proche d'aucun des Jedi décédés ou qu'il n'est pas dans un contexte de guerre puisque la série se déroule pendant une période de paix relative qui dure depuis près de 900 ans. Mais dans tous les cas, cela me paraît très peu plausible, le fait que Yoda ne puisse pas être au courant d'un événement aussi majeur, même s'il est occupé ailleurs, même s'il n'a pas de connexion avec les Jedi décédés, ça me paraît dur à envisager. Et cela pourrait être un point d'incohérence majeur et encore plus renforcé si Yoda n'apparaît jamais dans cette série. Et puis, concernant ces morts de Jedi, si on part du principe que Saul ne parvient jamais à prévenir le Haut Conseil Jedi de la présence d'une telle menace, qui d'autre pourrait tuer autant de Jedi? La série semble indiquer à travers le point de vue de Vernestra que cela serait l'œuvre d'un Jedi qui se serait retourné, mais personnellement, on va pas me faire croire que Kimir n'est pas un Sith après qu'il se soit lui-même décrit comme tel. Dans le cas de Vernestra, vu les informations qu'elle arrive à collecter
collectées sur le lieu du crime, elle devrait de sitôt informer ses pairs et ne pas mener sa petite enquête dans son coin sans prévenir personne. Cela n'a vraiment aucun sens, sauf si elle est elle-même impliquée de manière personnelle dans cette histoire. Possiblement avec Ymir, dont on pourrait supposer qu'elle fut son maître, mais cela reste des suppositions. On pourra voir si oui ou non elle a une implication émotionnelle personnelle sur cette histoire. Pour récapituler au moment où on en est à la fin de cet épisode, on a donc Saul, un maître Jedi très puissant, suspecté de massacrer d'autres Jedi par paquet de 10, d'avoir initié pendant un temps Osha aux arts Jedi, qui est elle-même largement impliquée dans cette affaire de par la connexion avec sa sœur. Je pense qu'avec juste ces informations, l'ordre Jedi a de quoi s'affoler et considérer la piste Sith apprenti de manière très sérieuse. Ces simples informations devraient normalement pousser Vernestra à contacter le Haut Conseil Jedi sans plus tarder. De l'autre côté, avant d'incriminer Saul de manière certaine, il faudrait aussi qu'elle ait le motif, la preuve de ce qu'il aurait supposément fait et pourquoi. Donc même dans le cas où Saul meurt à la fin de la série et que pour une raison ou pour une autre, mais Osha et Ymir ne donnent plus jamais aucun signe de vie, comment imaginer que les Jedi finissent par fermer les yeux face à cette affaire? En fait, mon problème c'est qu'on arrive à un point où ça devient de plus en plus compliqué de justifier qu'à aucun moment personne ne suspecte l'émergence d'un Sith à la fin de la série. J'aimerais parler maintenant d'une autre scène et c'est celle qui concerne la présence de Cortosis dans la grotte. Cela pourrait aider à se cacher, en particulier des Jedi. Ainsi, cette grotte serait un repère particulièrement efficace afin d'échapper à la vigilance des Jedi. Soit dit en passant, on ne sait toujours pas le nom de cette planète qui ressemble vaguement à celle de Luke, du moins celle de Luke dans la postlogie. Donc on pourrait imaginer qu'en plus de posséder du Cortosis, cette cavité rocheuse dans laquelle Ymir a établi son repère pourrait être un lieu où la connexion avec la Force y est décuplé, possiblement même un haut lieu du côté obscur. Et c'est là que j'en viens à une théorie perso qui m'est venue en regardant la scène que je vais décrire maintenant. Ma théorie repose sur le home de Ymir. Au moment où Osha décide de l'enfiler, laissant place à cette scène intrigante, voire perturbante, car on ne comprend pas bien ce que les bruits de respiration façon Vador peuvent bien signifier. La caméra vient se placer à l'intérieur du casque d'une façon peu habituelle, laissant un écran presque totalement noir. C'est là que m'est venue l'idée selon laquelle le home pourrait être connecté avec le véritable maître de Ymir par des procédés qu'on ignore encore, mais possiblement le Cortosis pourrait aider en cela car permettant d'isoler totalement l'utilisateur du monde extérieur. De la même façon que lorsque l'on ferme les yeux, on se concentre davantage sur notre ouïe, mais cela appliqué à Star Wars et donc à un utilisateur de la Force, cela lui permettrait de ressentir le monde à travers celle-ci de manière plus intense. Ainsi, mon hypothèse serait que Osha pourrait basculer du côté obscur au contact du home. La façon exacte dont cela pourrait se dérouler reste encore à déterminer. En tout cas, pour ma part, je serais très déçu si après avoir enfilé le casque, elle le retirerait et que rien ne se serait passé. J'aimerais maintenant parler de la façon bizarre dont Vernestra et son apprenti accusent directement Saul après avoir enquêté sur le lieu du crime. Je trouve qu'ils vont quand même vite en besogne, à moins qu'elle sache des trucs sur Saul qu'on ignore. Autrement, ces accusations quasi gratuites pourraient donner du poids à la théorie selon laquelle Vernestra pourrait potentiellement être le maître Sith. Et je dis ça parce qu'en fait, il faut quand même avoir un petit peu l'esprit tordu pour incriminer directement un maître Jedi, à moins d'être dans le déni complet et de ne jamais considérer la piste Sith comme étant probable. Ce qui pourrait tout à fait être le cas et cohérent dans le contexte de la série, mais tout de même, il y a quelque chose d'assez étrange dans le comportement de Vernestra. Il est possible que Saul soit accusé à tort à la fin de la saison comme étant le responsable du massacre des Jedi. Saul pourrait être tué par Osha ou May dans un acte de trahison ou de manipulation émanant de Ymir ou de son maître qui l'aurait corrompu précédemment, mais pourrait aussi comme ultime test avoir ou être ordonné de tuer Osha afin de compléter sa formation, à moins que ce soit l'inverse qui se produise, dans le cas où ça serait plutôt Osha qui serait corrompu et amené du côté obscur, et Ume, elle, pour le coup, aurait été ramenée du côté lumineux. Faut dire que je sais pas trop bien où est-ce que ça va nous mener, toute cette implication entre Osha et May, puisque le comportement en particulier de May n'a pas vraiment de sens dans la série. Elle se tourne, elle se retourne, on sait pas trop ce qu'elle fait en vérité. On se demande même si elle-même elle sait ce qu'elle fait en fait. Bref, il se peut aussi, de manière plus simple, que Ymir, May
ou au chat retourne dans l'anonymat, les Jedi classeraient ainsi l'affaire sans suite, ou du moins rechercheraient seuls, mais sans jamais le trouver. L'affaire serait oubliée, et jamais le Haut Conseil Jedi n'aurait eu vent de cette histoire de Sith, restant ainsi raccord avec la prélogie, sans pour autant totalement convaincre sur la logique d'introduire des Sith de cette façon, 100 ans avant la saga préquelle. Il y a un dernier élément que j'aimerais évoquer, et cela concerne le sabre laser violet de Vernestra, qui serait en fait un genre de fouet laser. Alors déjà, j'aimerais parler de l'aspect visuel. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé le rendu à l'écran vraiment bizarre. À mon avis, la poignée devrait être courbée afin de refléter cette particularité et rendre le maniement d'une pareille arme plus crédible. Mais le truc le plus bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'elle a deux modes sur son sabre. L'un activerait le fouet et l'autre rigidifierait le laser de manière à le transformer en un simple sabre normal. À la rigueur, pourquoi pas, mais je suis pas du tout sûr que ce soit le cas et qu'en fait ce soit juste les effets spéciaux qui soient un petit peu ratés. En tout cas, l'utilisation de ce fouet permet peut-être de donner un sens aux cicatrices dans le dos de Qimir. J'ai d'abord pensé que ces cicatrices auraient pu être causées par un éclair de force. Le maître de Qimir pourrait l'avoir torturé ou puni pour une raison quelconque. Qimir aurait pu finalement le tuer, du moins c'est ce qu'il suppose, semblant parler de lui au passé. De l'autre côté, la cicatrice ne ressemble pas vraiment à une électrocution. Elle ressemble plus à une balafre qui aurait pu être faite au couteau ou bien justement à des marques de fouet. Et quel fouet pourrait évidemment faire de telles cicatrices? Eh bien celui de Vernestra bien sûr. On a donc un autre élément à charge qui pourrait incriminer Vernestra dans le rôle du maître Sith qui ne nous aurait pas été encore révélé. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos théories en commentaire, de mettre un like si la vidéo vous a plu. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.